Romuald Wardai assume ses fonctions et les assume très bien. Mais il appartient à chacun de jouer son rôle. Et j'ai le devoir, moi, qui ai 27 ans d'expérience dans la communication politique, dans la sécurité de la communication, d'appeler ceux qui font la communication pour le président Romuald Wardai à avoir l'esprit, le besoin de toujours montrer au peuple que c'est lui. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, nous avons changé de forme d'État et l'ancien président, devenu président du Sénat, à certains égards, aux esprits faibles, ça peut laisser croire qu'en réalité, qu'on a deux présidents, puisque tout le monde s'appelle président au Bénin. C'est la première fois qu'il y a un Sénat et qu'il y a un président du Sénat. Aussi, c'est la première fois que l'ancien président devient président d'une autre institution qui n'est pas moins institution dans la République. Vous comprenez que la confusion est vite faite. Internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour. Merci de nous retrouver pour continuer le débat que nous avions entamé dans des émissions précédentes sur la désignation de l'ancien président béninois à la tête du tout nouveau Sénat. Ce sujet continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive à Cotonou et dans les grandes villes du pays. C'est un débat national que nous abordons avec un acteur politique, Bertin Kaovi, dont vous avez suivi d'autres interviews sur Enjeux d'Afrique. Nous avons le plaisir de vous retrouver, Dr Kaovi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Pour commencer, vous êtes le président du Rassemblement du peuple béninois pour le développement, un parti en création. Est-ce qu'on peut diriger une structure qui n'est pas encore née? Nous parlons de parti politique. Un parti politique n'a pas de naissance à partir du jour où on l'a enregistré. Un parti politique, c'est d'abord un projet. C'est une volonté d'interférer dans les affaires publiques ensemble avec une vision bien définie. Maintenant, l'enregistrement officiel au ministère de l'Intérieur vous permet de pouvoir postuler à une élection ou bien à des postes. C'est comme le parti communiste dahoméen. Ça n'a pas existé officiellement, mais ça a influencé durant 17 ans le régime marxiste-léniniste du PRPB. Donc, la volonté, car c'est la politique au fait, la politique, c'est d'interférer sur les questions publiques. Et cette volonté-là existe. Et nous sommes en train de ratisser large. C'est à partir de 12 ans jusqu'à 99 ans. Mais c'est en 2031 que nous allons nous formaliser au ministère de l'Intérieur. Et pourquoi cela? C'est la période de la trêve politique et nous ne trouvons pas d'enjeu à aller prendre un récépissé qui ne nous servirait à rien. Période de trêve politique, est-ce que ça veut dire que vous n'aurez pas d'activité politique dans la direction de création de ce parti jusqu'en 2031? Mais puisque nous en parlons déjà, c'est parce que nous avons d'activité. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Eh bien, en parlant de cela, c'est déjà une activité. Et nous parcourons déjà Monts et Coteaux, villages, quartiers de ville et villes pour en parler. Je peux vous dire qu'il y a une adhésion qui se fait massivement. Mais le numéro sur la carte d'adhésion, c'est un même numéro pour tous ceux qui y adhèrent. Pourquoi le même numéro? Parce que c'est un fichier. Donc, nous sommes en train de faire un listing pour regrouper ceux qui veulent, le moment venu, être membres fondateurs. Nous sommes déjà, figurez-vous, à plus de 5610. 5610. Les Béninois veulent qu'il y ait un autre son de cloche. Et surtout, que nous nous focalisons sur le développement, les questions de développement. Nous ne promettons à personne de le faire nommer à un poste, ni de le faire élire à aucun poste s'il n'y a pas d'élection avant 2033. Oui, nous travaillons déjà et nous occupons l'espace. Aussi, la trêve politique, ce n'est pas de ne pas avoir d'activité politique. La trêve politique demande plutôt de ne pas s'attaquer à celui qui est président, au gouvernement, dans sa posture, bien dans ses choix, ou dans ses choix de développement, sans faire de contre-proposition. Si vous dites, ce projet Dogo Bis, pour lequel vous avez mobilisé 150 milliards,
pour continuer les études techniques de faisabilité et d'impact environnemental. Eh bien, nous pensons que vous deviez le faire de telle façon, au lieu que ce que vous proposez, vous êtes toujours conforme à la trêve politique. Mais si vous critiquez ça, sans faire de contre-proposition, vous violez la trêve politique. La trêve politique aussi, c'est s'il y a un conflit entre l'opposition et la majorité, qu'on puisse venir devant le Sénat pour qu'il y ait conciliambule. Quand le Sénat tranche, celui qui viole la décision du Sénat a violé la trêve politique. Si l'opposition veut quelque chose du gouvernement qu'il ne trouve pas, il va au Sénat, ben, ils vont trancher. Même les syndicalistes. Alors, docteur Corvi, s'il vous plaît, docteur, permettez, docteur. Laissez-moi finir. Alors, rapidement, alors, docteur. Alors, si même les syndicalistes, les agriculteurs, les corps constitués de métiers ont un problème avec la gouvernance, ces corps-là peuvent aller au Sénat pour se faire entendre. Vous évoquez justement la trêve politique. Est-ce que ce nouveau système, si on peut le qualifier ainsi, est-ce qu'il n'enlève pas au jeu politique toute sa substance? Vous posez un problème ou bien un sujet fondamental. En réalité, depuis le 30 juillet 2026, nous avons changé de paradigme. Nous ne sommes plus dans le régime politique et institutionnel que le président Talon a conduit de 2016 à 2026, quand il laissait le pouvoir à Romain Wadaï le 24 mai. Nous avons changé de régime. Et je vais vous donner des explications. Nous n'avons pas le courage d'assumer parfois nos évolutions, mais j'ai la faiblesse de vous dire fondamentalement que nous sommes dans une nouvelle république, même si ça ne va pas nous amener à de nouvelles élections. En réalité, jusqu'au 30 juillet 2026, il n'y avait pas de Sénat, il n'y avait pas de chambre bicamérale, c'est-à-dire la chambre haute, la chambre basse, et il n'y avait pas d'institution qui garantisse la continuité de l'État, qui garantisse la protection des institutions, qui garantisse la trêve politique, qui ne veut pas dire qu'on se taise, mais qui veut dire un organe qui puisse réguler les conflits politiques et qui même sanctionne des acteurs politiques indélicats qui veulent mettre à mal la cohésion nationale. Comprenez-vous? Donc oui, nous avons changé de paradigme. Nous sommes dans une autre forme d'État où le président de la République est le chef de l'État, le chef du gouvernement, celui qui choisit, qui fait les choix économiques de développement. Mais alors, il y a le président du Sénat qui garantit la quiétude des populations, qui garantit, ma foi, l'entente entre des oppositions, c'est-à-dire majorité et opposition, qui permettent d'éviter les crises, genre ce qu'on a connu le 1er et 2 mai 2019, au point où il y a eu mort, qui aurait pu permettre à Bodo ou bien un autre d'être candidat de LD. On aurait pu résoudre le problème de candidature d'ALD s'il y avait eu le Sénat. Donc oui, nous avons changé de forme d'État et il faut en être conscient. J'en aurais terminé en vous disant, mais ma foi, que le Sénat ne prend pas la place du président de la République dont les attributions n'ont pas changé, mais le Sénat vient lui permettre d'avoir la quiétude de gouverner, de diriger, de construire le pays sans avoir à se mêler des problèmes de chiens écrasés. Vous dites qu'on a changé de régime depuis le 30 juillet. Est-ce que c'est possible de changer de régime sans changer de constitution? Mais la constitution a été modifiée, ma foi, en novembre. Je ne vous apprends rien. Modifier ne veut pas dire changer. Modifier ne veut pas dire changer. C'est toujours la constitution de 90 qui est en vigueur. Bon, alors faisons de la sémantique si vous voulez. Je parle des conséquences de cette modification. Le président Talon a été président durant 10 ans. Il n'a pas bénéficié, lui,
il n'a pas eu la chance d'avoir un Sénat qui protège son action, qui lui évite les crises qu'il a connues, les adversités qu'il a connues. Donc, c'est une chance pour le nouveau président qui se trouve aujourd'hui être Romuald Wadaï. Demain, ce sera un autre dans 14 ans, Inch'Allah. Donc, oui, si nous n'avons pas changé de constitution, nos pratiques ont évolué. Qu'on l'assume et qu'on ne l'assume pas, c'est un autre débat. Le jeudi dernier, vous avez fait une conférence de presse dans laquelle vous avez essayé de fixer l'opinion sur la place du président de la République et du Sénat. Tout d'abord, à quel titre est-ce que vous avez opéré cette sortie? Vous avez commencé par vous préoccuper, ou bien plutôt nous parler du rassemblement du peuple béninois pour le développement. Et on ne peut pas faire de développement si on n'a pas la connaissance des instruments qui régissent la République. Il fallait faire comprendre à nos populations qui ronchonnent à certains égards parce que certains ne comprennent pas pourquoi le président Patrice Talon peut être encore président du Sénat, oubliant qu'il est citoyen, qu'il est membre de droit du Sénat et que ce sont ses pairs qui ont voté pour lui. Il n'a pas fait un coup d'État. Ce n'est pas un décret qu'il a nommé président du Sénat. Le vote de ses pairs, 24 sur 25, il fallait leur faire comprendre. Aussi, il fallait leur dire que c'était le meilleur choix. C'est lui et d'autres qui ont initié le Sénat. Et le Sénat a initié en conséquence des crises politiques qu'on a connues durant 10 ans sous sa gouvernance. Donc, il était le mieux placé. J'avais le devoir, moi, en tant que président du bureau provisoire, du Rassemblement du peuple béninois pour le développement, parti politique du peuple, mais de faire cette sortie-là et parler à nos populations. C'est donc en tant que président du Rassemblement du peuple béninois pour le développement que j'ai opiné. Dans cette conférence de presse, vous demandiez qu'on explique notamment aux ministres et aux autres hauts cadres de l'État que le pouvoir exécutif, c'est la présidence de la République qui l'exerce. De ne pas confondre président de la République au président du Sénat. Est-ce que vous pensez qu'il n'avait pas compris? Tous ministres qu'ils sont, ils sont béninois. Mais il n'y a aucun ministre qui ait fait montre de ne pas savoir la source du pouvoir. Alors, quand on le dit de cette façon, c'est de la psychologie de la communication. En parlant aux ministres, c'est à tous les intellectuels qui font la sémantique aujourd'hui que je m'adresse. Si j'avais dit les intellectuels, on dirait, mais pourquoi ils ne parlent pas aux ministres? Que ce n'est pas les intellectuels. Il faut écouter derrière les portes. Il y en a qui sont encore dans la confusion. Donc oui, je ne dis pas que intuitif, personné, il y a un ministre qui ne l'a pas compris, auquel cas il n'est pas ministre de la République. Puisque le ministre est au service du président de la République qui se trouve être Romuald Wadaï. Ceci étant dit, j'ai fait un peu de la provocation et de l'emphase pour que mon message porte. D'ailleurs, vous en parlez. Est-ce que vous avez eu des indices qui vous ont laissé croire qu'il y en a au gouvernement qui n'ont pas compris que Patrice Talon n'était plus le président du Bénin? Mais je vous l'avais dit tantôt, vous n'avez pas écouté. J'ai répondu déjà à cette question. Mais je dis, et la redondance n'est pas une mauvaise chose en psychologie, j'ai dit les populations, à certains égards, quand on écoute aux portes, confondent le rôle de Patrice Talon, président du Sénat, à ce que le président Patrice Talon a pu être président de la République. Et il faut les rassurer. Il faut faire de la répétition au besoin. Je voudrais profiter de votre antenne pour dire le président Talon lui-même a défini le rôle du président du Sénat. Il ne savait même pas à cette époque-là que ses pairs l'auraient obligé, quand le président Talon est président du Sénat, parce que les autres l'ont obligé à être le président. On n'a pas trouvé un autre concurrent, on n'a pas trouvé un autre candidat. Au Sénat, quand on a demandé qui veut en être le président, personne n'a levé la main. Puisque personne n'a levé la main, l'âme meurtrie, le président Talon a été obligé de lever la main pour assumer cette charge-là. Donc il est président du Sénat, malgré lui, par la pression des 24 autres membres. J'avais le devoir de faire comprendre au peuple que Talon, comme contrairement à ce que nombreux disent, n'est pas parti pour mieux rester. C'est faux.
Vous avez aussi dit que le Sénat n'est pas un duplicata de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous pousse à tenter de faire cette précision? Mais tout simplement parce que j'entends des intellectuels, pas des moindres, faire la confusion entre les Sénats qui existent partout au monde et notre Sénat béninois. C'est pour ça que je l'appelle Sénat béninois. Car le Sénat béninois a double fonction. Le Sénat béninois est d'abord un organe législatif de ce point de vue qu'il se prononce sur les lois constitutionnelles, les lois qui concernent les partis politiques et aussi un troisième qui m'échappe et qui peut demander une relecture. Mais ça, c'est son côté législatif. Si ça avait été seulement ça, on aurait eu seulement une seconde chambre, la chambre haute. Mais notre Sénat, nous, et c'est seulement au Bénin seul au monde qu'on l'a, notre Sénat a aussi une autre fonction institutionnelle, garantir la continuité de l'État, protéger la trêve politique, c'est-à-dire le dialogue entre acteurs politiques pour que cela ne génère pas, a même, à certains égards, mais un rôle même, si vous voulez, juridique, puisque c'est le droit qui sanctionne. Notre Sénat peut même sanctionner les acteurs politiques. À quel titre il le fait? C'est la fonction d'un organe juridique. Donc, notre Sénat est au-delà des autres Sénats que vous connaissez. J'avais le devoir de faire remarquer aux nôtres que notre Sénat ne doit pas être lu comparé à ce qui se fait au Canada, en France, aux États-Unis. Nous avons innové et plaise à Dieu que le président Talon et son équipe réussissent et les autres viendront nous copier comme ils ont copié la conférence nationale souveraine en 1990. Le Sénat n'est donc pas l'Assemblée nationale. Vous avez été clair sur ce point, mais est-ce que vous reconnaissez tout au moins qu'il est au-dessus de l'Assemblée nationale? Il a une prépondérance sur l'Assemblée. Mais vous avez dit le Sénat. Donc c'est la chambre haute. Celui qui est en haut est plus que celui qui est en bas. Ou du moins, est-ce que vous reconnaissez qu'il contrôle l'Assemblée nationale tout au moins? Non, je n'ai pas dit ça. L'Assemblée nationale est libre de voter ses lois. Le Sénat va relire pour voir est-ce que c'est conforme à l'esprit de vivre ensemble béninois sur un certain nombre de points. Et sur ces points-là, on peut faire l'interprétation qu'on veut, mais je viens de vous dire, quand vous avez quelqu'un qui est en haut et vous êtes en bas, on peut dire sur le plan de la perception visuelle, mais qu'il est au-dessus de vous. Maintenant, le reste, c'est aux juristes d'en débattre. J'en suis pas un. Si le Sénat a la possibilité de sanctionner des députés, que le président de l'Assemblée nationale doit signaler tout déplacement à l'étranger au Sénat, est-ce que ça ne veut pas dire que ce Sénat-là est une sorte de censeur pour l'Assemblée nationale? Ah, j'en sais rien. Je n'ai même pas lu ce que vous avez dit. Je continue toujours de lire tous les textes sur le Sénat. Vous me l'apprenez. Il faut poser la question au président du Parlement si ça le gêne, lui. À quoi ne vous attend pas dit quand vous voulez sortir de chez vous, de dire au moins à votre femme que vous sortez, là où vous allez, si vous arrivez à quelque chose. Moi, je ne suis pas au courant, mais moi, quand je veux sortir, je dis toujours à mon épouse, chérie, je vais à tel endroit. Peut-être que c'est pour le protéger, c'est pour qu'on sache là où il est, au cas où il aura besoin d'aide. Vous me l'apprenez. Je vais lire et relire encore les textes et vous revenir une prochaine fois. Lors de votre sortie jeudi dernier, je le disais, vous avez interpellé le président du Sénat, lui demandant de ne pas laisser croire que sa plus grande réussite, c'est de démontrer qu'il peut s'opposer au président de la République. Est-ce que, selon vous, ce risque existe actuellement? J'en sais rien, mais moi, je suis psychologue de la communication. Vous avez quand même attiré l'attention sur ce point. Oui, mais je vais vous répondre. Je suis psychologue de la communication. Quand vous promouvez une institution, vous devez aussi, au même moment, ressortir les risques qui peuvent amener l'institution à échouer. Et j'ai fait de l'anticipation. Est-ce que ce risque-là va se manifester? J'en sais rien. On prend toujours une assurance pour son véhicule. Pas parce qu'on est convaincu qu'on va faire un accident.
un accident, mais on le fait pour prévenir. Donc, c'était de la prévention. C'est tout. Vous avez appelé les communicants du président de la République à démontrer que c'est vraiment lui le président. Est-ce que ça veut dire qu'actuellement, au Bénin, ce président n'est pas encore dans les habits d'un vrai chef d'État? Non, vous faites de la sémantique, vous faites de la provocation. Je vais vous dire, le 1er août, on a bien vu qui est président. On a vu qui a gracié. Mais je vous ai dit, et je vais faire encore de la pédagogie, le pouvoir est dans la perception des autres. Et chaque jour, il faut, si besoin était, convaincre chacun de c'est au palais de la République que se trouve le centre par essence du pouvoir d'État. Je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. D'ailleurs, pourquoi chaque jour, le prêtre, quand il fait l'homélie, quand il célèbre la messe, il continue encore par les mêmes gestes. La répétition est pédagogique. Donc oui, le Romain Wadaï assume ses fonctions et les assume très bien, mais il appartient à chacun de jouer son rôle et j'ai le devoir, moi, qui ai 27 ans d'expérience dans la communication politique, dans la sécurité de la communication, d'appeler ceux qui font la communication pour le président Romuald Wadaï à avoir l'esprit, le besoin de toujours montrer au peuple que c'est lui. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, nous avons changé de forme d'État et l'ancien président, devenu président du Sénat, à certains égards, aux esprits faibles, ça peut laisser croire qu'en réalité, qu'on a deux présidents, puisque tout le monde s'appelle président au Bénin. Voilà, donc c'était juste de la prévention. On peut vous comprendre, mais bon, ce n'est pas pour la toute première fois qu'un président est élu au Bénin. Une fois que le président est élu, quoi qu'il advienne, on sait que c'est lui le président. Si vous en arrivez à C'est appeler, la première fois qu'il y a un Sénat. C'est la première fois qu'il y a un Sénat et qu'il y a un président de Sénat. Aussi, c'est la première fois que l'ancien président devient président d'une autre institution qui n'est pas moins institution dans la République. Vous comprenez que la confusion est vite faite. Est-ce que si c'était par exemple Maître Robert Dossou ou encore Théodore Hulot qui était élu à la tête du Sénat, vous vous sentirez dans l'obligation de faire une telle conférence de presse pour rappeler les rôles de chacun? Même si ça avait été Paul Hongpin, je l'aurais fait. Mais dans la différence de Paul Hongpin et de Patrice Talon, Paul Hongpin n'a pas l'aura, n'a pas l'autorité. Il n'est pas un ancien président. Tout puissant, aimé de son peuple, comme Patrice Talon a pu l'être. Devenir président d'une autre institution, ça peut amener les nostalgiques comme moi, qui avions demandé que le président Patrice Talon continue. Mais de commencer par croire qu'à partir du Sénat, il peut jouer le rôle que nous lui voulions, que par la sagesse, il a refusé. Le Sénat ne doit pas être le lieu où l'on cherche à gagner contre quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, Bertin Kovi? C'est vous qui l'avez déclaré. Ça veut tout simplement dire que le Sénat doit être neutre. Il ne doit pas être partisan. J'ai écouté mon jeune frère, Kamal Wassangari. Vous l'avez écouté? Sa crainte, c'est qu'il croit que le Sénat, que le président Patrice Talon au Sénat, ou que le Sénat est un appendice des partis de la mouvance présidentielle, BR et UPR. Et il craint que l'opposition n'ait pas sa place, alors qu'il est écrit que les membres du Sénat sont apolitiques, le président du Sénat ne peut pas être partisan. Il confond le président Patrice Talon, président de la mouvance présidentielle jusqu'au 24 mai 2026, à Patrice Talon, président du Sénat, qui n'a plus aucun lien ni avec BR, ni avec UPR. Et j'avais le devoir de le signifier et de le signaler. Une dernière question rapidement avant de clore cet entretien, Bertin Kovi. Dites-nous en toute honnêteté, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a demandé de sortir, faire cette conférence de presse pour clarifier les rôles de chacun dans cette République béninoise désormais? Vous savez ce qui est malheureux? Il me revient que des communicants
qui aime bien le président Patrice Talon, me reprocherait d'avoir mis les asymptotes aux limites. Les limites, avoir tracé les asymptotes, pour ceux qui ont fait les mathématiques, du rôle du président du Sénat, qu'il soit Patrice Talon ou un autre, et d'avoir construit la courbe de l'expansion des pouvoirs du président de la République aussi dans la même émission. Ceux qui sont pour le président Romain Wadaï me reprochent d'avoir dit certaines choses et ceux qui seraient pour le président Patrice Talon me reprochent aussi. Vous voyez, je suis comme un musareil. Aussi, je suis comme aussi la chauve-souris. Mais moi, j'ai le devoir d'être un homme du peuple, un homme de la vérité, un homme des principes. Personne alors ne m'a rien demandé. Par contre, j'avais le devoir, après avoir fait 10 sorties sur les médias en rencontrant des journalistes one to one et en faisant des débats, même si E-Télé, j'avais besoin de réunir tous pour leur faire une analyse, un point sur le règlement intérieur et les pouvoirs du président du Sénat et ses limites, tracer les asymptotes aux limites, et aussi dire ce que le président de la République a comme pouvoir aujourd'hui dans le nouvel environnement institutionnel. Je l'ai fait sur fonds propres. Je l'ai surtout fait, et c'est ma conclusion, afin que vous entendiez le rassemblement du peuple béninois pour le développement dans une sortie solennelle. Ce que je gagne, c'est que nous parlons aujourd'hui du rassemblement du peuple béninois pour le développement. C'était d'abord le but. Le rassemblement du peuple béninois pour le développement, qui est le parti que vous êtes en train de mettre sur pied, dont vous êtes... Donc, qui est déjà mis sur pied, mais qui sera enregistré en 2031 parce qu'il n'y a pas d'urgence. Dont vous êtes le président provisoire. Je suis le président provisoire et je vous invite à nous envoyer votre photo, carte d'identité, nom et prénom. On va vous aider. Si, tant que vous partagez notre volonté, ma foi, à travailler pour le développement. Mais je voudrais quand même trahir un secret, si vous me le permettez. Allez-y. Est-ce que je peux? Allez-y. Alors, hier 13 août, j'ai reçu un émissaire venu de la Chine qui est venu au nom du 3e groupe le plus grand des infrastructures en Chine, Société d'État, que j'invitais depuis à venir travailler avec le Bénin, mais qui refusait. Parce qu'elle demandait de travailler sous une autre forme, une forme de préfinancement. C'est-à-dire les travaux que nous avons au Bénin, ce sont eux-mêmes qui sortent leur argent, réalisent, le Bénin s'engage soit à payer en 24 mois pour le schéma court, soit à payer sur 15 ans, 20 ans. On appelle EPCF. Mais ils sont venus hier. Ils se sont engagés à ce propos. Nous avons échangé, je leur ai dit, écrivez au chef de l'État et faites-lui votre offre d'accompagner le Bénin. Et je leur ai dit, pourquoi vous venez désormais? Ils ont dit, parce qu'il y a une garantie qu'au-delà du président de la République, il y a une institution qui, au-delà des hommes, garantit la continuité de l'État, le Sénat. Et c'est ça qui les rassure à mettre leur bille dans un pays comme le nôtre pour travailler. Ces messieurs sont en train de reconstruire l'aéroport de Addis Abeba, 12,5 milliards de dollars. Ils ont construit en BOT, c'est-à-dire on construit l'infrastructure route, on met péage pour récupérer l'argent. Ils l'ont fait au Kenya, 1,5 milliard de dollars, et ailleurs. Donc le Sénat est en train de rassurer déjà des investisseurs capables de préfinancer nos projets pour les réaliser pour nous. Ils veulent investir dans l'aménagement des terres agricoles à travers l'irrigation. Ils veulent construire dans nos projets universitaires. Et ils veulent construire dans nos infrastructures, routes, ponts et chaussées. Vous voyez, le Sénat produit déjà un résultat. Que ce soit Talon ou Olo qui soit président, ce n'est pas la personne qui importe, c'est la nature de l'institution et ce que ça garantit aux autres. Personne ne met son argent dans un pays où il n'est pas sûr que l'institutionnalisation de l'État va exister au-delà des personnes. C'est ce que nous gagnons déjà par le Sénat.
Alors, Bertin Corvi, on aurait dû mettre un terme à cet entretien, mais bon, comme vous prolongez un peu le débat, on va y aller. Vous dites que le Sénat garantit la continuité de l'État. C'est à croire que depuis 1990, que le Bénin n'avait pas de Sénat, il n'y avait pas de continuité à la tête du pays. Alors, il faudrait que vous alliez prendre le dictionnaire Robert et lier continuité. En réalité, c'est dans l'esprit des autres. J'ai dit le Sénat. Je n'ai pas dit Patrice Talon, je n'ai pas dit Robert de sous-président. Ce n'est pas le président du Sénat qui garantit. Le Sénat, c'est la mémoire de l'État. Et il y avait des insuffisances à cet égard, à cet effet. Je vous donne des exemples. Il y a eu des situations dans ce pays où on a dû recourir aux anciens présidents, Kérékou à l'époque, Zinsou, pour sortir et appeler les Béninois à aller voter, à aller s'inscrire. Quand les acteurs politiques avaient des difficultés, il n'y avait pas d'institution pour leur permettre pour les faire asseoir, pour leur parler. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, si on avait eu du Sénat... Oui, mais Bertin Corvi, ça ne veut pas dire qu'il y avait rupture. Ça ne veut pas dire qu'il y avait rupture au sommet de l'État. Attendez. Non, la rupture, ce n'est pas forcément que la corde se casse. La corde était tendue et n'eût été la sortie à l'époque de Kérékou et de Zinsou qui vous dit que la corde ne se casserait pas. Bref, ce que je veux en dire, est-ce que moi j'en comprends? Vous pouvez avoir votre lecture, mais ma lecture est celle-là. Et aujourd'hui, on a une institution qui nous évite les histoires de chiens écrasés qui peuvent amener d'aucuns à inviter les leurs à venir tirer à Cotonou et que nous nous retrouvions endeuillés. Le Sénat est une très bonne chose et je prie que la première expérience réussisse et que ça fasse tache d'huile dans tous les autres pays africains parce que ce dont nous avons besoin, on a besoin de développement et personne n'investit dans un pays où il n'est pas rassuré. Et le Sénat rassure les investisseurs. Merci beaucoup à vous, Bertin Corvi, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et je voudrais que vous fassiez savoir à ceux qui critiquent le président Patrice Talon. Il n'a jamais demandé, au grand jamais, demandé à être président du Sénat. Il a même dit que ce n'est pas bon que les mêmes soient toujours au pouvoir. Mais au Sénat, il n'y a eu personne qui a voulu être président. Le cœur maîtris, il était obligé de lever la main pour dire, bon, puisque vous refusez tous d'être président du Sénat, je lève la main pour assumer la charge. Une nouvelle fois, merci à vous, Bertin Corvi, d'avoir répondu à nos questions. Chers amis internautes d'Enjeux d'Afrique, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Dites-nous ce que vous pensez des déclarations de Bertin Corvi dans la partie des commentaires. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres entretiens sur votre chaîne Enjeux d'Afrique.